Bonsoir et bienvenue dans Un bon entendeur. Au sommaire ce soir, Big Brother version 2020, c'est sur Internet. C'est devenu un lieu commun. Lorsqu'on surfe sur la toile, nous sommes pistés jusque dans les moindres détails de notre vie privée. Le dire, c'est une chose, mais le voir, c'est autre chose. Pour Un bon entendeur, une comédienne et une conseillère nationale ont accepté que nous plongions dans leur passé numérique. Nous avons pu récupérer les données qu'elles ont laissées pendant plusieurs années sur Google, Facebook, Twitter. Le résultat fait froid dans le dos. Vous verrez aussi qu'avec une simple photo, on peut retrouver des pans entiers de votre vie privée. Et puis avec l'avocat Sébastien Fanti, le préposé valaisan à la protection des données, on verra si on peut protéger, au moins un tout petit peu, l'accès à notre existence numérique. Imaginez qu'on numérise tous les livres que contient la librairie du Congrès à Washington. 25 millions d'ouvrages, plus de 1300 km de rayonnage. Pour vous donner une petite idée, c'est la distance entre Genève et Madrid. Bref, c'est la plus grande librairie du monde. Eh bien, en 2020, sur Internet, en une seule année, on estime qu'on va produire des données qui équivalent à 8,5 milliards de fois la librairie du Congrès. En rayonnage de bouquins, c'est la distance parcourue par la Terre autour du Soleil pendant très exactement 11 767 ans. Autant vous dire que lorsqu'on surfe sur le web, on produit une quantité incroyable de données. Et ces données, elles intéressent beaucoup de monde. Les publicitaires, les industriels, les vendeurs de tout calibre et même les hommes politiques. Pour Un bon entendeur, Linda Bourget et Jean-Marc Chevillard ont demandé à une humoriste et à une conseillère nationale de nous permettre de nous plonger dans leurs données personnelles. Et c'est fascinant. Petite précision, tous les reportages que vous allez voir ce soir ont été réalisés juste avant la crise sanitaire. Elles sont comme une trace laissée derrière chacun de nos clics, de nos déplacements, chacune de nos recherches. Aujourd'hui, Facebook, Google, Twitter, Apple et pratiquement n'importe quel site internet collecte nos données personnelles. Des micro-informations qui définissent notre comportement et façonnent un double numérique de chacun d'entre nous. Un savoir utilisé pour nous cibler et nous influencer. Je mets des choses sur Facebook, c'est pas une préoccupation. J'ai même fait des tests ADN pour savoir d'où on vient, les pays, les trucs. Puis on a eu des grandes discussions avec des amis assez controversées en disant mais tu te rends compte, on connaît tout de toi. Je dis alors je m'en fous en fait. Les applications que j'utilise quotidiennement, c'est Facebook, Twitter, Instagram et puis toute la panoplie Google. Donc je travaille énormément sur le Drive, je fais énormément de recherches sur Google, voilà. Non, je suis pas très prudente. Léonore Porchet est conseillère nationale, Brigitte Rosset comédienne. Toutes deux ont accepté de se livrer à une expérience, récupérer leurs données personnelles auprès des géants du web et nous laisser les analyser pour comprendre à quoi ressemble cette empreinte numérique propre à chacun. Ah voilà. Ah, j'attendais que ce soit à 60%. De toute façon, c'est pour porter qu'une fois. On va pas l'acheter à 100%. Son mariage, elle en a fait un spectacle, comme de la maternité ou de sa dépression. Sa vie privée, Brigitte Rosset n'a pas peur de l'étaler sur scène, sur Internet non plus. Brigitte Rosset qui nous le présente. Bonjour Brigitte. Mais bonjour, bonjour. La seule prudence, c'était que je montrais pas, j'ai pas montré des photos de mes enfants petits. Maintenant, ils montrent eux leur tête partout, donc on en parle, puis on fait attention. En quoi ça peut être intéressant d'aller chercher mes données? Si c'est pour me vendre des produits sans gluten, pourquoi pas, puisque j'en achète. Moi, je suis très agacée avec la pub de manière générale. La publicité, elle vise sur la norme et en fait, elle surfe dessus, quoi. C'est grâce à cette norme-là que, elle crée le besoin en disant voilà, vous avez besoin d'un nouveau téléphone, vous avez besoin d'une robe gainante, vous avez besoin de je sais pas quoi. Et du coup, le ciblage et par les données qu'on peut donner, il est d'autant plus agaçant parce que moi, j'ai rien demandé en utilisant mon Gmail, par exemple, ou Facebook. Présenter les billets. Comme nous le verrons plus tard, elles ont toutes deux généré des milliers de pages de données, Merci. Parfois très intimes, conservées par les géants du net. Prochain arrêt. Une goutte d'eau dans un océan numérique.
Le volume des données créées en 2018 était estimé à 33 millions de milliards de mégabytes, un volume inimaginable en croissance folle et perpétuelle qui permet de nous cibler, parfois de manière très subtile. La publicité, c'est fait pour influencer, manipuler. Et là, on est dans cette ère de la publicité à grande échelle qui n'est plus affichée comme de la publicité. On est dans un flot continu d'informations, d'injonctions qui nous contraint ou pas, mais quand même qui nous contraint beaucoup à nous comporter de telle ou telle manière. Donc le pouvoir d'incitation, le pouvoir de manipulation et de pouvoir d'influence, notamment également par les réseaux d'amis, entre guillemets, est assez fort. Spécialiste de la sécurité informatique, Solange Guernahouti met en garde contre une pratique à laquelle plus personne ne prête attention. Si on connaît ce que vous aimez, ce que vous faites, avec qui vous le faites, où vous êtes, on sait prédire votre prochain déplacement, votre prochain acte d'achat. Et si on sait le prédire, on sait l'influencer. Ainsi, ces données personnelles qui nous semblent ne rien valoir sont-elles au cœur d'un immense business ? En 2019, la publicité en ligne aurait généré 320 milliards de francs. Une chose est de récolter des quantités énormes de données sur des individus, une autre est de savoir ce qu'on peut bien en faire. Comment ces milliards de données sont-elles analysées et utilisées concrètement ? Linda Bourget et Jean-Marc Chevillard sont allés voir une agence de une agence de communication digitale, comme on dit maintenant. Une agence active dans ce qu'on appelle la publicité programmatique. Son objectif, cibler des consommateurs potentiels pour des entreprises suisses. Dans cette start-up zurichoise, on utilise les données numériques pour des campagnes de publicité. Ici, on ne brasse pas des milliards, mais on s'emploie à cibler le mieux possible les consommateurs potentiels de Lufthansa, Visana ou encore de Caritas. Le principe, c'est d'analyser le profil des visiteurs qui se baladent sur le site de Swiss, par exemple, puis de chercher des profils similaires sur le net et de les cibler avec de la publicité pour la compagnie aérienne. En quelques millisecondes, des algorithmes se livrent à des enchères qui permettent de placer les annonces du plus offrant. Disons que je suis un utilisateur intéressé par un vol Zurich-New York et que je surfe sur Internet. Swiss et Delta Airlines ont tous les deux intérêt à me montrer leur publicité. Il y a donc un mécanisme d'enchère. L'annonceur qui est prêt à payer le plus pour l'espace publicitaire aura le droit de placer son annonce. Niveau financier, l'argent ira de l'annonceur vers le site qui a mis son espace à disposition. Jürgen Storp travaille dans le marketing digital depuis 25 ans. Pour lui, ce ciblage fin, c'est l'outil qui permet un équilibre optimal entre dépenses et efficacité. Le prix du ciblage dépend de la taille du groupe cible. Si on prend un groupe très large, par exemple les hommes de plus de 20 ans, c'est assez bon marché. Ça ne demande pas beaucoup de savoir-faire. Vous pouvez atteindre 1000 contacts pour environ 2 francs, peut-être même moins. Mais si on veut définir ce groupe de manière plus précise, par exemple, les gens qui s'intéressent aux assurances et qui fréquentent, disons, le site de la NZZ. Là, ça vous coûtera jusqu'à 60 francs, voire plus, pour générer 1000 contacts. Et pas besoin de connaître le nom des personnes ciblées. La seule chose qui nous intéresse, c'est de savoir si quelqu'un va bientôt partir en vacances, s'il veut acheter une voiture ou en essayer une. Son nom, sa couleur de cheveux, ce n'est tout simplement pas pertinent. Un système qui repose sur un savoir au potentiel encore sous-exploité, la science des données. Dans le terme data science, il y a finalement data et science, donc on peut finalement le comprendre comme étant les données, data, auxquelles on applique des algorithmes, des méthodes,
pour en extraire une certaine forme de connaissance. Connaissance qu'on essaiera ensuite d'exploiter pour optimiser des services, pour prendre des décisions. Une décision, par exemple, qui serait quelle publicité ciblée je vais présenter à telle personne à tel moment. À Lausanne, le professeur Olivier Verscher enseigne à des cadres le potentiel de sa science pour les entreprises. Dans la salle, des représentants de la pharma, de l'agroalimentaire ou encore de l'industrie du tabac. Tous cherchent à comprendre comment valoriser ces ressources dans leur secteur. Avec un défi, ne pas exploiter ces données au détriment des personnes concernées. Je pense qu'on est encore au tout début de l'exploitation de ces données. Si on regarde ce qu'on appelle les GAFA aujourd'hui, ou les GAFAM si on inclut Microsoft dans l'acronyme, donc les Google, les Amazon, les Facebook et les Apple, ils collectent effectivement énormément de données sur chacun des individus, sans finalement qu'on comprenne vraiment, qu'on sache non seulement exactement ce qui est collecté, mais la façon dont c'est utilisé et à qui c'est potentiellement revendu et sous quelle forme. Il est donc, je pense, important de comprendre ça et de se dire finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen que la donnée personnelle d'un individu reste sa propriété, qu'il y ait une transparence totale sur la façon dont cette donnée est utilisée et par qui. Alors, il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a beaucoup de gens, c'est un sujet très chaud. Nous développons des solutions dans ce sens, ou plus exactement, comment permettre une économie de la donnée, comment pouvoir exploiter le potentiel de cette donnée pour améliorer finalement le trafic, la santé, les performances d'une entreprise, comment arriver à exploiter ces données tout en préservant un maximum la vie privée des gens. Comment le faire sans avoir à partager nécessairement cette donnée. Les écoles polytechniques fédérales de Lausanne et Zurich planchent sur un coffre-fort numérique qui permettrait aux usagers de garder leurs données en sécurité. À Berne, le Parlement finalise une nouvelle loi sur la protection des données, mais pour l'heure, rien n'entrave la collecte de nos informations. Revenons maintenant à Brigitte, la comédienne, et Léonore, la conseillère nationale. À quoi ça ressemble, toutes ces données récoltées sur elles? Pour le savoir, nous avons aidé nos deux cobayes à récupérer leurs données et nous les leur avons soumises. Vous allez voir, c'est vraiment très impressionnant. Sur les plateformes comme Facebook, Twitter, Google ou Apple, l'utilisateur peut en quelques minutes et grâce à ses codes d'accès, demander copie de ses données personnelles en leur possession. Nous avons fait l'exercice avec Brigitte Rosset et Léonore Porchet. En moins d'une semaine, elles ont reçu des montagnes de fichiers, plus de 13 000, rien que pour la politicienne. La grande difficulté, c'est de comprendre ce qu'ils recèlent. Le journaliste Tybalt Félix et le recherchiste Dimitri Zuffray, tous deux spécialistes en analyse de données, ont passé plusieurs jours à éplucher ces informations. Bonjour, bonjour. Elles arrivent essentiellement sous forme de dossiers éventuellement compressés. Ensuite, dans des cascades de dossiers, on va retrouver des fichiers qui sont des fichiers en langage informatique relativement standard, du JSON par exemple. Mais même s'il est standard pour les utilisateurs qui connaissent l'informatique, pour la majorité des utilisateurs, ce ne sera pas le cas. Il a fallu travailler plusieurs jours et je ne peux pas du tout dire qu'on a fait le tour des informations qu'on pouvait retirer. Les données facilement compréhensibles ont été imprimées. On retrouve Brigitte Rosset et Léonore Porchet au moment de les découvrir. Alors, avant d'entrer, j'étais pas très rassurée, très honnêtement. Et puis je me suis dit, mais pourquoi t'as accepté? Vraiment. Bonjour. Ça va? Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, ça va? Ça va. Je vous remercie d'être venu. Avec plaisir. Par là. Je me suis. Quand je suis rentrée dans cette pièce, il y avait... Bon, déjà, la scénographie est impressionnante parce qu'on voit tout de suite que c'est beaucoup de données. On voit la quantité, en fait, de différentes données. Ouais, c'est impressionnant. Merci. Oh, ma vie, c'est beau. Et ça, donc, Facebook. Ça, c'est toutes mes... Ouh là là, c'est toutes les choses que j'ai
Là, il y a du Facebook, il y a des recherches Google. Ça, c'est toutes les recherches Google. Hein. Et ils vous en ont livré à peu près 16 000 de recherches 16 000 Google faites ces dernières années. Vous avez une idée du nombre de conversations, d'échanges de messages Messenger que vous avez fait entre 2014 et 2018? Non, mais je pense énormément. C'est ça? C'est tout ça? C'est tout ça. Ça fait plus de 50 000 messages. Ah, c'est dingue, c'est rigolo. OK. Là, les questions que je vais vous poser, elles sont basées uniquement sur les données qu'on a pu trouver dans ce qui a été récupéré avec vous ces derniers jours. Vous êtes bien Brigitte Rosset, domicilié chemin 27 à Tonnet, 078. Ouais, quand ça commence comme ça, il faut que je me méfie après. Ça, c'est des entreprises, en fait, justement, qui vous ciblent à travers les données collectées par Facebook. Mais c'est vrai que j'ai acheté une belle chemise chez Brava. Probablement à cause de la pub. Sur Internet, vous l'avez acheté? Ouais. Je pense que ça c'est une pub que j'ai dû voir sur les réseaux sociaux. Ouais. Vous connaissiez déjà la marque avant? Non, non, non. Attention, le gros plan sur ma tête qui fait... Qu'est-ce que c'est? En gros, il y a des fringues, de la bouffe et des régimes. En gros, c'est un peu ma vie, quoi. Ah, dingue! En fait, ça, c'est mon agenda. Ouais, tous mes rendez-vous, quoi. Puis, en fait, c'est non seulement c'est mes données, mais c'est aussi les données des rendez-vous avec des gens avec qui j'ai rendez-vous. C'est ça. Et c'est ça qui est aussi un peu embêtant, en fait. Il y a vraiment ce côté... Ouais, il y a les noms, quoi, vraiment des gens avec qui j'ai rendez-vous. J'aime pas du tout l'idée que ce soit disponible auprès de quelqu'un d'autre, en fait. Vous faisiez quoi le jeudi 18 juin 2015? Je ne sais pas. À 8 h, vous avez eu la réunion du conseil de la Fondation Solidarité Logement pour les étudiants. À 10 h, vous êtes allé chez le psy. À 11 h 15, vous avez eu un rendez-vous pour le festival Bédéphile. Ouais. À midi, vous avez mangé avec Alberto. Ensuite, vous êtes allé à la bibliothèque. Et le soir, vous avez vu Géraldine. Bon, très bien. Et comment vont Clémentine, Charlotte et Léon, vos 3 enfants? Oh mon Dieu, vous savez tout sur eux. Ils vont très bien. Non, ils vont bien. Mais c'est fou. Donc vous avez les prénoms, ouais. Les prénoms? Clémentine, 16 ans. Charlotte, 14. Ouais. C'est laquelle de vos filles? J'ai été chercher des informations. Ouais. Ou c'est elle? Non, c'est mes informations à moi. C'est vous. Ouais. Vos centres d'intérêt en fonction de votre activité sur Facebook et d'autres actions qui nous aident à vous montrer des pubs ciblées. Merci, Facebook. Ça, c'est Facebook. Ah, c'est super, c'est joli. C'est votre réseau. Donc ça veut dire que les plus gros, c'est ceux avec qui j'ai le plus d'interactions. C'est ça. Alors, c'est ma sœur, par exemple. Vous pouvez tout savoir sur moi, jusqu'à maintenant, hein, parce qu'après, je cache des trucs. Yann Vaucher, c'est mon amoureux, donc heureusement, il est aussi gros que ma sœur. C'est mes vrais amis, qui sont des vrais gens que je vois et que j'aime. Bon, en tout cas, on ne peut pas se douter que je sois ou non engagée dans la politique. C'est clair qu'il y a... Enfin, c'est évident, quoi. Ouais, c'est un portrait assez représentatif, quoi. Mais c'est vraiment flippant de se dire que les GAFA, ils savent toutes ces choses sur moi. Que je fais beaucoup de recherches sur le pain, visiblement. Donc juste là, c'est toutes les photos qu'on a récupérées. Ce sont essentiellement les photos, en fait, échangées par WhatsApp. Alors, ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a quand même beaucoup les enfants. Alors que j'étais sûre que eux, ils n'étaient pas là-dessus. Oh, mais c'est fou, ouais. C'est assez dingue. Je me suis pas sentie volée ou... J'avais un peu peur de ça ou de tout un coup me dire... Oh, alors, c'est impressionnant. Ce qui est clair, c'est que c'est impressionnant le nombre d'informations. Et puis, ce qui m'a le plus troublée, c'est, comme je vous disais, c'est le nombre d'informations, en fait, sur finalement, les enfants, encore une fois, où je dis que ils sont pas, en fait, ils y sont. Toute ma vie, elle est là-dedans, en fait. Donc, c'est à la fois une intrusion incroyable dans mon intimité, mais aussi dans celle des gens avec qui j'ai mangé, bu, eu des séances. Pour toutes ces données, c'est pas si évident de les obtenir. Il y a d'ailleurs certaines données qu'on a demandées qu'on n'a jamais obtenues pour l'instant. Visiblement, on n'a pas le droit à l'oubli numérique, et ça, je trouve assez inquiétant.
Bonsoir, Linda Bourget. Bonsoir. Avec Jean-Marc Chevillard, vous avez mené cette enquête. Alors, j'ai envie de vous demander quelle impression ça fait de se plonger comme ça pendant des jours et des jours dans les données de personnes qu'on ne connaît absolument pas. En fait, c'est très perturbant parce que, par exemple, quand vous lisez toutes les recherches Google d'une personne, vous suivez le fil de sa pensée, vous voyez quels sont ses intérêts, ses projets, ses angoisses, et vous avez vraiment l'impression d'être dans sa tête, en fait. Et puis, au niveau des messages privés, c'est encore pire parce qu'il y a, par exemple, tout ce qui concerne une relation de couple, mais vraiment tout. Donc évidemment, on n'a pas parlé de ça dans le reportage parce qu'il n'y a pas d'intérêt public à le faire, mais c'est un niveau d'intimité absolu et ça montre à quel point on est mis à nu par ces géants du net. Une des choses que vous avez découvertes, Linda, c'est que les CFF possèdent des données évidemment sur les personnes qui prennent le train, donc dans le cas présent sur Brigitte Rosset, et puis que ces données, elles se retrouvent dans le groupe américain Google. Oui, alors dans les données reçues de la part de Google pour Brigitte Rosset, notre collègue Tybalt Félix a trouvé 200 occurrences d'informations qui concernent donc Brigitte Rosset et qui sont passées de l'application des CFF au service publicitaire de Google. Alors on sait que les CFF travaillent avec eux pour faire de la publicité ciblée. D'ailleurs, ça leur permet de gagner près de 3 millions de francs par an. Mais les CFF affirment qu'il est impossible de remonter jusqu'à une personne en particulier. Preuve est faite que cet anonymat-là, il n'est pas garanti. Et alors, Linda, que répondent les CFF à ces critiques ? Alors, les CFF, eux, ils affirment ne pas transférer de données vers des tiers, mais ils expliquent que quand on se balade sur leur site internet ou bien sur leur application et qu'on est logué, connecté avec ces identifiants CFF, son âge, son sexe et son lieu de résidence sont transmis à Google, à moins que la personne proactivement n'ait désactivé cette fonction. Donc c'est à elle-même de désactiver. C'est ça, d'après les CFF, oui. Très bien. Sébastien Fanti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le préposé du canton du Valais pour la transparence et la protection des données, surtout. On vient d'entendre Linda Bourget, donc on a découvert dans notre enquête que les CFF repassaient les données de quelqu'un qui voyage. Si on s'inscrit sur l'application, ces données finissent chez Google. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça m'interpelle. Et ça m'inquiète beaucoup. Alors, c'est certes de la compétence du préposé fédéral à la protection de données de traiter de ce cas. Et d'ailleurs, les CFF ont fait l'objet d'un certain nombre d'examens. Je pense qu'il faudrait vraiment auditer cette application une fois pour toutes pour savoir quelles sont les données qui sont transmises. Donc, selon vous, c'est problématique ? À tout le moins problématique. Et si effectivement, maintenant, l'application envoie des données qui permettent de désigner le client, dont je suis, puisque je suis venu en train chez vous aujourd'hui, eh bien, c'est illégal. On va suivre ça. Maintenant, si on en arrive au fond, donc vous avez vu les quantités incroyables de données qu'on a pu réunir sur Brigitte Rosset et Léonore Porchet. Bon, l'une est comédienne, l'autre est conseillère nationale, donc je pense qu'elles ont des vies sociales assez actives. Mais est-ce que c'est la même chose chez monsieur et madame tout le monde ? Est-ce qu'on trouverait à peu près le même volume, selon vous ? Alors, s'agissant de Brigitte Rosset, j'ai un petit peu regardé ce qu'elle publie. Je pense que c'est à peu près équivalent à ce que chacun d'entre nous publierait. Pour une conseillère nationale qui est légalement qualifiée dans les bases de données de PEP, c'est-à-dire de personnes exposées politiquement, il y a encore toute une collecte de données dont elle ignore même l'existence qui la concerne, qui est encore beaucoup plus importante et dont elle devrait en fait tenir compte parce que ça peut influer sur des prêts bancaires qui lui sont octroyés, sur des leasings ou autres, et ça va influer sur une longue durée. Donc un citoyen lambda aura à tout le moins ces données-là auxquelles il a accès, et puis un élu devrait avoir le réflexe de demander l'accès à ces bases de données de personnes exposées politiquement, et donc il aura une quantité de données astronomique, bien supérieure à celle que vous avez pu obtenir en demandant simplement aux réseaux sociaux. Finalement, Sébastien Fanti, cette quantité incroyable de données, bon d'abord il faut arriver à la gérer, parce qu'il y en a tellement qu'on n'est pas sûr qu'on arrive vraiment à l'utiliser, mais est-ce que c'est si important ? Brigitte Rosset disait, bon, si c'est pour me proposer des publicités pour des produits sans gluten, ça ne me dérange pas puisque j'en mange.
Oui, c'est important. Alors, j'ai toujours coutume de dire que celui qui ne défend pas sa liberté mérite de la perdre. En réalité, vous ne savez pas ce qui sera fait de ces données. Alors, j'ai un petit exemple. J'ai une avocate en Grande-Bretagne qui avait acheté un écran en leasing et puis elle a remboursé le leasing avant le terme du contrat. Et puis, au leasing suivant, on lui a refusé le leasing alors qu'elle gagnait très bien sa vie. Et pourquoi on lui a refusé le leasing? C'est simplement parce qu'on l'avait cataloguée de mauvaise cliente puisqu'elle n'avait pas été jusqu'au bout du leasing. Donc, elle n'avait pas rapporté la somme maximale à celui qui avait contracté avec elle. Évidemment, elle n'était absolument pas au courant. Absolument pas. Ouais. Et c'était donc une surprise pour elle. Donc peut-être bien que Brigitte est satisfaite du fait qu'on lui propose des produits qui lui font plaisir, mais elle ne serait peut-être pas satisfaite de savoir dans quelle catégorie de personnes on la place, et je ne serais peut-être pas satisfait de savoir qu'on me considère comme étant, je ne sais pas, peut-être peu sportif ou une personne qui dort mal et qui va mourir très prochainement. Donc ce point de vue de dire que de toute façon on ne peut rien faire, c'est un point de vue qui m'apparaît peu courageux. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont pris conscience de cette situation. Il faut agir sur 2 plans, technologiques, juridiques et surtout, le dernier élément, politique pour retrouver une certaine suprématie sur nos données. Alors justement, de la politique, on va en parler. On va regarder un reportage et on vous retrouve juste après. Les données permettent donc de nous cibler pour influencer nos actes d'achat. Mais elles peuvent aussi être utilisées pour peser sur nos choix politiques. Regardez l'affaire Cambridge Analytica. L'utilisation par cette société de milliards de données récoltées sur le net a permis de cibler tellement précisément à qui envoyer des messages en faveur du Brexit en Grande-Bretagne ou alors pour Donald Trump aux États-Unis que cela fait basculer le résultat des 2 votes. Un énorme scandale, mais aussi un électrochoc qui a permis de faire progresser la transparence. L'accès des citoyens aux informations qui les concernent est un long combat. Paul-Olivier Dehaye en sait quelque chose. Aujourd'hui établi à Genève, le Belge est l'un de ceux qui révélèrent le scandale de Cambridge Analytica. Je cherchais spécifiquement les données qui révélaient l'ampleur du traçage exercé par Facebook. En 2018, Le Monde apprend que Cambridge Analytica a siphonné les données de millions d'utilisateurs Facebook pour établir des profils des lecteurs et les cibler. Les enjeux politiques sont considérables. Avec cette technique, Cambridge Analytica a influencé l'élection présidentielle américaine en faveur de Donald Trump. Lors des élections de 2016. Marqué par cette affaire, Paul-Olivier Dehaye exige alors de Facebook qu'elle lui livre ses données personnelles. Paul-Olivier Dehaye. J'enquête sur Cambridge Analytica depuis plus d'1 an. On nous cache des choses. Les 2 points principaux de données sur lesquels j'ai insisté, c'est d'abord ce qu'on appelle les custom audiences. Donc c'est mon appartenance à certains groupes publicitaires qui permettraient du ciblage accru. Ça, je l'ai obtenu en fait assez vite, en 2-3 mois environ. Le deuxième type de point de données que je recherchais, c'est ce qu'ils ont appelé au final off-site activity, donc mon activité en dehors du site Facebook lui-même. Donc le traçage qu'ils font via des apps, via des sites web, où il y a des mouchards qui sont intégrés en fait. Il lui faudra des années de lutte personnelle ainsi que la pression des parlements britanniques et américains pour obtenir ces informations. Monsieur le sénateur, Très bien, monsieur. Ce n'est que depuis quelques mois que Facebook fournit l'outil d'accès à ce traçage. Un pas vers la transparence, alors que l'Union européenne impose depuis 2018 un nouveau standard pour protéger les consommateurs. Et quand on parle de protection des données, évidemment tout de suite, on doit parler du fameux RGPD. Le RGPD, c'est ce règlement européen sur la protection des données qui s'applique à tous les types de données. Michel Jacquard accompagne des dizaines de sociétés dans l'application de ce règlement qui s'impose au niveau mondial. Au cœur du RGPD, d'abord, vous trouvez le renforcement des droits de la personne dont les données sont traitées. C'est toute l'idée. On va remettre cette personne au centre de l'échiquier. Donc cette personne, elle a le droit de s'adresser à celui qui traite des données en demandant des détails, en demandant la rectification des données si elles s'avèrent inexactes, en demandant la suppression, l'effacement de ces données. Et cette personne, elle a aussi droit à beaucoup plus d'informations. Quand on va rechercher son consentement au traitement des données, ce consentement doit être clair, lisible, concis. Le consentement ne peut plus être un blanc-seing. C'est un consentement qui doit vraiment porter sur une finalité précise. Une manière de donner plus de pouvoir aux consommateurs, important
car c'est leur pression qui fait progresser la transparence. On voit que cette transparence que je leur réclame et que d'autres commencent à leur réclamer est en fait toxique pour eux, et cette toxicité est en quelque sorte proportionnelle au business model. À quel point le business model implique de la surveillance. Donc je pense qu'un individu peut vraiment agir comme un grain de sable dans ce grand système de surveillance en demandant une transparence la plus complète possible. Sébastien Fanti, on vient de voir la puissance de la recherche de données, de l'utilisation de données dans le cas du Brexit, dans le cas de l'élection de Trump. Est-ce que selon vous, qui êtes préposé valaisan à la protection des données, est-ce que selon vous, une telle chose serait possible en Suisse? Technologiquement, absolument. Et je pense d'ailleurs que dans les années à venir, ces outils, si vous voulez, de propagande et de marketing politique vont être utilisés. Le préposé fédéral a émis à cet égard un certain nombre de considérations juridiques qui doivent être respectées. Ça s'est déjà passé en fait lors de la dernière campagne à l'Assemblée fédérale. Donc un Cambridge Analytica à la sauce helvétique avec des gens qui ciblent l'électeur, qui lui envoient des messages hyper ciblés, c'est possible selon vous? C'est techniquement possible. Juridiquement, ça poserait des problèmes puisqu'il y aurait en fait une altération de la volonté populaire, c'est-à-dire que vous pensez voter pour gens qui vous est décrit comme étant, par exemple, une personne de gauche, très attentive à toutes les différences, etc. Puis en réalité, ça n'est pas du tout le cas. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il va falloir quand même qu'on complète l'arsenal qui vise à lutter. Mais qu'est-ce qui est vraiment dangereux? C'est le fait de cibler l'électeur ou c'est le fait de lui envoyer des informations fausses? Alors, c'est le deuxième élément. Mais le ciblage permet d'identifier un électeur qui serait susceptible de changer d'avis ou qui est peut-être indécis sur un sujet. Et ensuite, vous le noyez d'informations qui sont inexactes. Vous essayez de l'orienter dans un sens plutôt qu'un autre. Tout ceci concourt en réalité. C'est un processus complet qui concourt à altérer sa capacité de jugement lorsqu'il va voter ou élire. Et c'est très important qu'on puisse absolument garantir que les informations qui lui soient adressées soient transparentes, c'est-à-dire qu'on sache qui les lui envoie, et ensuite qu'on sache également dans quel but. Autre chose qui est tout à fait d'actualité, on vient de lancer, la Confédération lance l'application Covid, une application que les gens, sur une base volontaire, on peut vous tracer, savoir où vous allez, on peut vous dire si vous avez rencontré des malades, si vous êtes vous-même malade. En deux mots, est-ce que selon vous, cette application, la sécurité est suffisante? Alors, je ne peux pas répondre à cette question, je vous dirais simplement ceci. Je vous dirais que les experts, des fois même dans la même école, sont très divisés quant à la sécurité des données, quant à la protection de nos droits fondamentaux, puisque ce sont des informations sensibles, ce sont des informations de santé. Dans un tel cas, le principe de précaution aurait dû prévaloir. On a choisi d'avancer avec cette application. Il faut savoir qu'on n'a pas fait de mise en marché public, rien du tout. On a choisi d'avancer ainsi avec les écoles polytechniques fédérales. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais c'est un choix politique. Et aujourd'hui, on essaye, si vous voulez, de valider ce processus et de convaincre les Suisses d'adhérer. Mais quel est le risque, Sébastien Fanti? Pour moi, par exemple, je ne sais pas, c'est que mes données se retrouvent auprès d'une assurance maladie ou... Non, c'est que vos données soient communiquées à des tiers, et vous savez que les données de santé sont des données extrêmement prisées, notamment des pirates, qui aujourd'hui, ces données ont une valeur estimée à $80 par dossier électronique du patient sur le Darknet. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer que ces données-là, si elles étaient mal sécurisées, permettraient, par exemple, de déterminer qu'une personne ne serait pas la bienvenue dans un pays parce qu'elle a fait un certain nombre de symptômes et puis qu'on craindrait une deuxième vague. Et puis, cette personne-là, on ne veut pas la voir arriver dans ce pays-là. Donc, ce sont des données tellement sensibles qu'elles méritent la protection la plus élevée. Et aujourd'hui, si on ne peut pas l'assurer, il faut peut-être envisager une autre option que le traçage par le biais d'une application. Maintenant, on va parler des photos. On va regarder un reportage et puis on se retrouve encore une fois juste après. On a beaucoup parlé de comment on peut nous pister et nous influencer avec l'analyse de nos recherches sur Google ou des messages que l'on écrit. Mais sur les réseaux sociaux, on poste aussi beaucoup de photos de soi ou des autres. Eh bien, vous allez voir que ces photos peuvent aussi être utilisées pour fouiller dans les méandres de notre vie privée. Pour l'émission Scène for Scène, nos collègues alémaniques ont tenté l'expérience avec de jeunes candidats aux dernières élections fédérales. Regardez, c'est saisissant. Chaque visage est unique, comme une empreinte digitale. Aujourd'hui, des outils de reconnaissance faciale très simples permettent d'utiliser cette empreinte pour fouiller dans nos vies privées. Pour le démontrer, Timo Grossenbacher, journaliste chez SRF,
a constitué une base de données de 200 000 photos postées publiquement sur Instagram. Des images d'open air, de la grève des femmes ou encore de la street parade. Il les a ensuite combinées à un logiciel de reconnaissance faciale gratuit, comme on en trouve facilement sur Internet. Le premier ingrédient, ce sont les photos. On peut les télécharger très facilement depuis les réseaux sociaux. Ça m'a surpris parce que je pensais que les réseaux sociaux protégeaient un peu mieux leurs utilisateurs. La deuxième chose, c'est la mise en place de la reconnaissance faciale. Pour ça, il faut quelques notions de programmation, mais pas besoin d'avoir un doctorat en intelligence artificielle. Pour réaliser son test, il sélectionne les photos officielles de candidats aux dernières élections fédérales. Il cherche ensuite si le logiciel retrouve leur visage dans d'autres situations. Un exemple. Voici la photo de campagne de la conseillère nationale Sibel Arslan. Le logiciel de reconnaissance faciale recherche son visage parmi les 200 000 photos de la base de données. Il la retrouve au milieu d'une foule. La voici identifiée sur une photo dont elle ignorait l'existence et la publication. Incroyable. Je suis dans la masse derrière la conseillère fédérale pendant la grève des femmes. J'ai l'air très différente. Waouh. C'est effrayant. Vous êtes surprise qu'on vous reconnaisse dans la foule? Oui, clairement. Parce que l'image de référence, elle est de face. Et là, on me reconnaît dans la foule, même si je suis de profil. Exclu pour elle que la police puisse utiliser ce genre de technologie. C'est de la surveillance de masse, pendant qu'on se balade simplement. Et finalement, cela peut limiter notre liberté. Le programme de reconnaissance faciale trouve rapidement d'autres occurrences. Le vert libéral Simon Rotard, à l'Open Air de Saint-Gall. Laura Bircher, du PLR, à la street parade, identifiée alors que la photo remonte à 4 ans et qu'elle a des cheveux devant le visage. Jeffrey Ferpozzi, de l'UDC, lui aussi à la street parade. Certaines de ces photos n'ont pas été postées par les politiciens eux-mêmes. Alors, que pense le vice-président des jeunes UDC zurichois de cette technologie? La photo de la street parade lui est-elle désagréable? Ah, c'est bien. C'est la street parade, hein? Ok. Ça vous étonne? Ouais, c'est surprenant. C'est surprenant au-delà du fait que j'ai une couleur de cheveux différente pour la street parade. Le visage change beaucoup par rapport à ma photo de campagne. C'est clair que ça pourrait être désagréable, ça pourrait avoir des conséquences. Bon, là, c'est une photo sympa de la street parade, mais ça pourrait être une photo où on fait quelque chose qu'on ne voudrait pas voir dans l'espace public. Ce qui ne l'empêche pas de voir la reconnaissance faciale comme une chance pour les forces de police. Si ça peut permettre d'accélérer les procédures de police, je pense que ce serait très bien et très sensé d'utiliser ce genre de technologie. Mais il faut le faire de manière transparente. On doit avoir connaissance de ce qui se passe. Le logiciel permet également d'identifier la libérale radicale Karine Weigelt, alors qu'elle apparaît à son insu à l'arrière-plan d'une photographie. Pour cette ancienne professionnelle du volleyball, la reconnaissance faciale est avant tout une opportunité. Il ne faut pas diaboliser cette technologie. Elle existe et on ne peut pas tout simplement l'interdire à 100%. Je suis convaincue que certains continueraient encore à l'utiliser. C'est pour ça que je pense qu'il faut simplement mettre en place des conditions cadres, poser des règles claires qui définissent ce qui est permis, y compris pour les privés. Cette base de données a été effacée au terme de la réalisation de ce reportage, mais l'enseignement demeure. Un simple logiciel de reconnaissance faciale gratuit et d'une efficacité redoutable. Sébastien Fanti, vous êtes d'accord? C'est quand même assez effrayant ce qu'on vient de voir. Donc on vous prend une photo sur une affiche, une photo de vous tout à fait banale,
Et puis avec de la reconnaissance faciale, on vous retrouve dans des situations et on peut même vous retrouver des photos dont vous ignoriez même l'existence. Là, franchement, on se sent complètement démuni. Oui, ce d'autant qu'avec l'intelligence artificielle, la reconnaissance donc, de ces photographies va être simplifiée. Et on l'a vu aux États-Unis avec une société privée qui vendait ses services, alors effectivement à des autorités, à la police, à l'armée, etc. Mais elle pourrait les vendre également à des sociétés privées. Et donc, c'est inquiétant de voir qu'on n'est pas informé en fait, de l'utilisation de sa propre image dans le cadre d'une collecte de bases de données. Il faudrait vraiment que les sanctions dans le cadre d'une telle collecte, qui est une collecte totalement intransparente, voilà, que ces sanctions soient importantes pour dissuader les gens d'aller faire, si vous voulez, d'aller jouer à l'aspirateur de données avec les images. L'autre élément qui me paraît aussi important, alors il faut distinguer entre ceux qui ont publié leurs images, ma foi ils ont une responsabilité individuelle, mais on imagine bien que parmi ces images, il y en a certaines qui sont publiées par des tiers sans même que j'en sois informé, ce qui m'est déjà arrivé, et ça devrait être sanctionné. On ne devrait pas avoir le droit de publier une photographie de quelqu'un sans son consentement, parce qu'on concourt à la création de ces gigantesques bases de données. Toute dernière question, Sébastien Fanti. Si vous aviez un seul conseil à donner pour essayer de nous protéger un tout petit peu notre vie privée, que tout ne se parte pas comme ça aux 4 vents, qu'est-ce que vous recommanderiez en tout premier ? Ne soyez pas naïfs. Lorsque je vois tous les gens qui ont dit qu'ils avaient été positifs au coronavirus, alors que dans certains États, eh bien, les présidents ont pris des décrets, des lois, etc., pour collecter toutes les données de par leurs entreprises, notamment aux États-Unis, sur le coronavirus, eh bien, vous allez être catalogué dans une base de données quelque part comme étant positif au coronavirus. Peut-être que ça n'aura aucun impact, peut-être que ça en aura si on vous demande ensuite un passeport pour voyager, un passeport évidemment de santé, pas un passeport ordinaire. Donc, ne soyez pas naïfs, ne révélez pas ce qui vous arrive, ne mettez pas de photos de vous à l'hôpital, ne dites pas que vous êtes dans une difficulté, c'est quelque chose qu'on confie à des proches, voilà, dans un cercle restreint, mais pas sur Internet et pas sur les réseaux sociaux. Ce sera le mot de la fin. Sébastien Fanti, en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Pareillement. Face au nouveau Big Brother, que peut faire le citoyen ou le consommateur pour mieux maîtriser les données qu'il laisse derrière lui? Nous avons demandé à un spécialiste de protection de la vie privée sur Internet quelques conseils pratiques que tout un chacun peut appliquer sans trop de difficultés. Ils sont là, sur la partie droite de l'écran, ces trackers qui enregistrent le moindre de nos clics. À chaque fois que l'utilisateur ouvre une nouvelle page, ici le site d'information 20minutes.ch, des petits triangles blancs apparaissent, symbolisant notamment les régies publicitaires par lesquelles il est observé. Pour limiter leur action, la solution c'est de bloquer la publicité. Le meilleur moyen aujourd'hui d'essayer de réduire son empreinte sur Internet, éviter d'aller se connecter partout sur ce site Internet, c'est utiliser des outils comme des bloqueurs de pub. Ça va être la première étape que l'on peut faire dans son navigateur. C'est assez simple à utiliser. Qu'on utilise Firefox, Chrome, Explorer ou Safari, le principe est de greffer cette fonctionnalité de blocage sur son navigateur de recherche par une sorte d'extension de logiciel. Donc, on peut aller effectivement voir dans les préférences de son navigateur. Et là, vous avez un certain nombre de logiciels. Ghostery est assez connu. uBlock Origin, vous regardez en fonction du nombre d'utilisateurs. Et ça permet de bloquer, en fait, d'éviter à votre navigateur d'aller se connecter sur ces sites qui sont déjà identifiés, qui sont des sites de publicité. Le deuxième moyen de limiter les traces laissées sur Internet, c'est de gérer ces paramètres de confidentialité. Lorsque vous utilisez des comptes, un compte Gmail par exemple, ou un compte Facebook, ou n'importe quel compte de réseau social que vous avez, vous devez le gérer de manière responsable et aller dans les paramètres et vous pouvez désactiver un certain nombre de fonctionnalités pour tracer les pubs. Notamment si vous avez un compte Gmail, dans les données personnalisation, vous pouvez ici désactiver la personnalisation des annonces. De la même manière, lorsque votre activité ou vos trajets, votre géolocalisation, vous pouvez désactiver le service. Pour chacun des sites sur lesquels vous vous connectez, sur les services que vous utilisez, vous devez aller dans les paramètres et essayer de voir comment signaler et dire « je n'accepte pas tel profilage ». Enfin, il existe des outils alternatifs
qui aspire peu d'informations sur les utilisateurs. La troisième étape est évidemment de choisir les bons outils, de choisir les bons navigateurs, par exemple Firefox, qui inclut des outils déjà protecteurs de votre vie privée. Au niveau des moteurs de recherche maintenant, DuckDuckGo ou Quant promettent par exemple une activité plus discrète que Google. Pour l'email, on peut choisir des sites comme ProtonMail, par exemple. Voilà. Il existe un certain nombre d'alternatives qui aujourd'hui vous proposent des services qui sont protecteurs de votre vie privée. Tous les détails de ces opérations et d'autres conseils sont à découvrir sur notre site abe.ch. Enfin, notez que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la navigation dite privée ne réduit pas les informations récoltées par les géants du net. Elle empêche simplement les autres utilisateurs de votre ordinateur de savoir quelle page vous êtes allé consulter. Linda Bourget, ce qu'on peut dire, c'est que depuis que ce nouveau règlement européen est entré en vigueur, le consommateur a quand même quelques petits trucs assez simples pour se protéger un peu de l'invasion publicitaire. Oui, alors vous avez sans doute remarqué depuis quelques mois que sur beaucoup de sites internet, il y a tout d'un coup une bannière qui s'affiche spontanément, qui propose des informations relatives à la politique de confidentialité du site, et puis une bannière qui a en général un bouton accepter et un bouton en savoir plus ou bien personnaliser mes paramètres. Qui est plus petit d'habitude. Oui, peut-être. Le bouton accepter est plus visible souvent. Peut-être, mais en tout cas, ça vaut la peine de peser sur l'autre bouton quand il existe, parce qu'en fait, en quelques clics, on peut désactiver tout un tas d'outils qui sinon permettent de vous tracer. Merci beaucoup, Linda Bourget. Bonne soirée. Merci. Après les ventilateurs la semaine passée, mardi prochain, ABE s'attaque à un autre grand classique estival, le grill. Nous avons testé 8 grilles à charbon portatif. Solidité, stabilité, qualité de la grille, sécurité, rien n'échappe à nos experts. Et puis il y aura des conseils pour des grillades réussies par un rôtisseur professionnel. Viande, poisson, légumes, fruits, tout peut être grillé. Et même, furieusement exotique, pourquoi ne pas tenter la grillade d'alligator? On en salive d'avance. Rendez-vous mardi prochain. D'ici là, passez une belle soirée, une bonne semaine, portez-vous bien et à bientôt.